Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution et des articles 1er, 2 et 6 de la loi numéro 2022-009 du 27 juin 2022 portant loi organique de la Cour constitutionnelle et en application des dispositions de l'article 18.1-A du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les personnes dont les noms suivent sont nommées en qualité de membres de la Cour constitutionnelle. Au titre des magistrats, M. Asogba Nicolas, magistrat. M. Adjaka Michel, magistrat. Au titre de juriste de haut niveau, Mme Nyamou Dandi, professeur des universités, agrégé des facultés de droit. Au titre de personnalité, M. Adjovi Bedolo Mathieu, administrateur de société. Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution et de l'article 1er de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, sont nommés membres de la Cour constitutionnelle par le président de la République les personnes dont les noms suivent. Au titre de magistrat, Madame Aléa Gouda, épouse Bako. Au titre de juriste de haut niveau, praticien du droit, Monsieur Kossi Dorothée Sosa. Au titre de personnalité de grande réputation professionnelle, Monsieur Vincent Kodjo Akapo. Moi, Kossi Dorothée Sosa, je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Très honorée, très fière et en même temps être dans une posture où on assume une très grande responsabilité. Je ne peux rien envisager si ce n'est que nous allons travailler en très bonne collaboration et que nous restons dans le respect de ce qui fait notre vivre ensemble, la Constitution, et que sur la base de cette Constitution, comme on le rappelait chaque fois aux juges constitutionnels, il faut préserver la paix sociale, travailler à ce que le développement de nos États se fasse sur la base de ce vivre ensemble, de ce socle constitutionnel et sur la base d'une paix profonde dans notre État. La cérémonie était solennelle et vous pouvez mesurer, disons, le poids des instants que nous avons vécus. Je me sens vraiment non seulement honoré, mais en même temps avec une forte responsabilité qui pèse sur nos épaules désormais. Nous devons gérer la démocratie, nous devons veiller à ce que chaque citoyen se reconnaisse, n'est-ce pas, dans la Constitution, se reconnaisse dans la Cour. Et donc ça c'est tout à fait en l'honneur de la République et en notre honneur. Nous devons travailler. Tous les Béninois nous regardent et nous devons mériter ce regard-là. Nous sommes des enfants fidèles du Bénin. Nous allons assumer nos responsabilités comme le peuple béninois devrait souhaiter, très légitimement. C'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions, voir que la République est en marche, voir que la Cour constitutionnelle qui finit son mandat, qu'elle a déposé, a été là, présent au grand complet. Et ça voudrait dire que la transmission des pensées, des actions court. Et la façon dont nous avons vu cette cérémonie-là, avec toute la majestuosité qui l'accompagne, nous augure de l'avenir de notre pays. Et ce qu'on voit là augure franchement que ça va continuer tranquillement. Une démocratie vivante, agissante, et puis maintenant une grande démocratie. Vous savez, quand on dit démocratie, il y a démocratie. Ceux qui sont catalogués comme les grandes démocraties, quand on regarde les pratiques et les process, on se rend compte que nous, qui sommes en train d'arriver, nous arrivons à être damer le pion. J'insiste là-dessus, nous sommes une grande démocratie. C'est une cérémonie qui atteste de la vitalité de notre démocratie. Les institutions se renouvellent, une mandature passe, une autre arrive, le Bénin essaie de continuer, de faire son chemin, de progresser vers le développement socio-économique. Les Béninois doivent d'abord se sentir fiers du renouvellement continu des institutions de la République,
attendre de cette mandature qu'elle prenne le pas sur les mandatures passées et que le Bénin continue de progresser, que l'état de droit se consolide de jour en jour, mandature après mandature. C'était une très belle cérémonie qui s'est déroulée comme prévu par les tests, réglée comme et musique, et il n'y a rien d'autre à dire. C'est un nouveau départ. Comme l'a dit le président de la République, il n'y a aucun doute que les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle accompliront leur mission avec dignité. C'est des sentiments de satisfaction et des preuves que la démocratie marche parfaitement au Bénin. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu et prier pour que les membres de la Cour constitutionnelle qui viennent d'être installés puissent accomplir leur mission avec beaucoup de professionnalisme. L'avancement de la démocratie, le fait que toutes les institutions marchent tel qu'il le faut et les chronogrammes sont respectés, on ne peut que remercier tout ce que le président de la République fait pour ce pays. Nous avons donc sélectionné 25 joueurs. 25 parce qu'il y a quelques incertitudes pour des joueurs qui ont été touchés. D'ailleurs, on a perdu quelques joueurs sur blessure qui sont carrément out, comme Kiki, qui a une fracture du tibia, comme Doremus, qui est blessé également. Et on a un autre joueur qui est touché, mais qui est quand même sur la liste parce qu'il espère pouvoir revenir, c'est Huntonji Cédric. Voilà, donc un peu d'incertitude autour de lui, mais c'est avant tout le bonheur de pouvoir jouer un grand match ici. Je pense qu'un samedi soir à 20h, sur une belle pelouse, on vient de visiter le terrain, on a vu qu'il y a eu un très bon travail de fait. Je voudrais remercier le directeur du stade qui a vraiment fait un gros effort, la fédération qui a suspendu les matchs ici depuis un moment pour que la pelouse soit digne de recevoir le champion d'Afrique et sa propre équipe, évidemment. J'ai vu que dans la liste, il y a 3 joueurs qui sont nés à Cotonou. Donc quel bonheur de pouvoir jouer un grand match contre les champions d'Afrique dans sa ville natale. On a eu la victoire au Rwanda sur le tapis vert. C'est une obligation pour nous maintenant de faire un bon match et de faire tout pour être digne de cette deuxième place. Actuellement, on est deuxième au goal average, mais il faut quand même savoir que si on est au même nombre de points que le Mozambique, c'est le goal average particulier qui va compter et pas général, comme c'est dans d'autres confédérations locales. Ici en Afrique, c'est toujours le goal average particulier, c'est-à-dire si on a le même nombre de points que le Mozambique, ça va compter les matchs qu'on a fait contre eux. Voilà, et le premier match a été perdu, donc dans tous les cas, ça sera le dernier match qui sera décisif, quel que soit le résultat du prochain match, puisqu'on a le même nombre de points. Voilà, donc la liste, vous allez donner les noms. Encore une fois, c'est vraiment un bonheur de pouvoir jouer un si grand match. En plus, un samedi soir à 20h, ça va faire 21h en Europe, le monde entier va regarder ce match. Et c'est un samedi soir, prime time, où les jeunes joueurs que nous avons convoqués, et puis on a quelques-uns qui viennent pour la première fois. Il y a aussi pas mal de joueurs locaux que vous allez découvrir, que nous avons avec Moussa ensemble suivi à travers, j'ai dû voir une quinzaine de matchs depuis le mois de mars, et on a pu trouver des talents qui, je pense, auront un avenir, et pourquoi pas un deuxième Osimhen qui vient du Bénin. Ça nous ferait plaisir à nous tous. Donc on est là aussi pour faire une équipe pour l'avenir, pour le futur. D'où l'absence de certains déjà qui ont pris un peu d'âge et à qui on doit quand même une grande reconnaissance parce qu'ils ont beaucoup fait pour le football béninois. Mais à un moment donné, il faut faire de la place aux jeunes talents et aussi aux joueurs qui sont ici au pays, parce que j'ai vu que le niveau du football ici n'est pas mal du tout. Et qu'à travers les matchs qu'on a vus, qui se jouent dans des bonnes conditions, sur des pelouses très correctes,
avec un arbitrage que je trouvais également impeccable, un championnat qui est bien organisé par rapport à d'autres pays où le championnat n'a même pas lieu. Je dois dire que le championnat est régulier, il est de qualité et toutes les équipes jouent pour vraiment pratiquer un bon football et évidemment gagner les matchs. D'où la présence de quelques joueurs locaux, il y en a 5 en tout, ce qui est quand même pas très courant en Afrique d'avoir autant de joueurs locaux. Ensuite, on a 4 nouveaux joueurs qui sont là pour la première fois. Et comme vous le savez, tous ces nouveaux joueurs, à un moment donné, auront un bizutage. Donc il va falloir préparer ça à l'hôtel pour qu'ils puissent chanter une chanson ou danser comme ils veulent. Et on aura 7 joueurs qui ont moins de 21 ans, ce qui est un chiffre considérable. Dont un qui n'a même pas 18 ans et 4 qui ont 19 ans. Donc je crois qu'il y a pour l'avenir du football béninois des bonnes choses à attendre. Les Nations Unies ont appelé lundi à faire plus pour mettre fin au désastre de la pollution plastique à l'occasion de la Journée mondiale pour l'environnement qui fêtait son 50e anniversaire lundi à Abidjan, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de l'Environnement a rappelé la responsabilité des importateurs. Que tout importateur donc, des produits de plastique est responsable donc, de la fin de vie donc, de ces produits-là. Donc, c'est l'une des mesures et ça va déboucher sur des décrets d'application. Et les décrets d'application, bien évidemment, débouchent sur des arrêtés qui vont permettre donc, de réglementer donc, le secteur des déchets, entre autres donc, les déchets plastiques. En 2013, le gouvernement ivoirien avait décidé d'interdire la production, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques, mais la mesure reste très peu appliquée. Il faut dire qu'en interdisant, il faille qu'on propose quelque chose de nouveau qui pourrait permettre aux gens qui ont l'habitude d'utiliser les déchets plastiques là, de se tourner vers ce qu'on leur propose. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait et c'est à tout ça qu'on travaille. Comme de nombreuses grandes villes du continent, Abidjan fait face au fléau important de la pollution plastique. La ville produit, selon l'UNICEF, plus de 288 tonnes de déchets par jour. Des dizaines de personnes ont rendu lundi hommage à un jeune homme, Elhadji Cissé, tué la semaine dernière alors qu'il s'était retrouvé au milieu d'affrontements entre manifestants et la police. Le jeune homme de 26 ans qui s'apprêtait à partir étudier au Canada rentrait à pied de la mosquée vendredi lorsqu'il a été touché à l'épaule par une balle. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est décédé quelques minutes plus tard, selon sa famille. Il n'était pas un manifestant. Et là, il était un bon patriote. Donc, il s'est intéressé à tout ce qui se passe au niveau du pays. Donc, ce jour-là, il a fait la prière. Mais après son retour, on a lancé des grenades lacrymogènes. Il s'est mis à côté donc, pour éviter les grenades. Mais par la suite, les gendarmes étaient là, donc ils ont tiré, donc peut-être, je ne sais pas si voilà. Le Sénégal a connu entre le 1er et le 3 juin dernier ses pires troubles depuis des années après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs. Très triste, très triste parce que genre, des pertes en vies humaines, ça commence à être sérieux pour la politique, pour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Nous demandons à l'État du Sénégal et toutes les personnes concernées de voir ce qui se passe. Au moins 16 morts et des dégâts considérables ont été enregistrés ces derniers jours au Sénégal. Le gouvernement a employé de gros moyens pour réprimer les manifestants et a procédé à des centaines d'arrestations. Cela fait plus de 2 mois que les généraux soudanais se battent. Conséquence, des milliers de leurs compatriotes affluent dans les pays voisins. Plus de 350 000 personnes selon l'ONU. En République centrafricaine, il serait 14 000 selon les données du Haut Commissariat aux réfugiés. Ces personnes seront vite relocalisées. Donc nous courons derrière les temples pour que la pluie ne nous trouve pas ici à Mtafok. Sinon, ça sera difficile. Située dans la région de la Vakaga au nord-est de la Centrafrique, Mdafok est une zone qui enregistre d'importantes précipitations.
La saison des pluies qui dure d'avril à octobre rend l'accès très difficile. Les demandes sont intenses en nourriture, en abri et aussi en eau. Nous essayons de fournir de l'eau avec les moyens de bord que nous avions trouvés localement. Ça veut dire que ce sont des chevaux qui transportent les 400 litres. La majorité des nouveaux arrivants sont des femmes et des enfants originaires de Niala au Soudan. Le pasteur Ismaël Ibrahim a fui avec sa famille à la recherche d'un endroit paisible. Nous sommes arrivés ici à la recherche d'un endroit paisible. Et si nous trouvons un endroit bien, un endroit sûr, nous resterons. Et nous ne savons pas non plus quand la guerre s'arrêtera. C'est pourquoi nous sommes partis. Nous ne savons pas vraiment quand la guerre prendra fin. Selon le HCR, il faut environ 445 millions de dollars pour faire face aux défis dans cette région. Depuis le début de la crise et l'arrivée des premiers réfugiés en avril dernier, les multiples missions des ONG se heurtent à la question sécuritaire. Le projet de loi de finances 2023 du Kenya contient une série de propositions visant à élargir la tranche d'imposition du pays. L'une des propositions controversées est la soumission des revenus tirés de la monétisation des contenus numériques à une retenue à la source de 15%. Eric Omundi, comédien renommé, est à la tête des créateurs de contenu qui s'opposent à cette proposition. Ne pensez pas, n'essayez pas de taxer la jeunesse et surtout les médias en ligne. Ne taxez pas les créateurs de contenu parce que vous ne les avez pas créés, vous ne les avez pas soutenus. Vous ne savez pas qui ils sont, vous ne connaissez pas leur lutte, vous ne leur avez jamais parlé, vous ne les avez jamais appelés, vous ne les avez jamais soutenus. Vous voulez les taxer, c'est du vol. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent qui ne vous appartient pas. Les créateurs de contenu dénoncent le fait que la taxe proposée est trop élevée pour une économie numérique en pleine croissance, étant donné qu'ils ne reçoivent qu'un soutien minimal de la part du gouvernement pour la création de leur contenu. Ce que nous gagnons sur YouTube ou d'autres plateformes de médias sociaux ne peut pas subvenir à nos besoins. Alors quand le gouvernement vient nous dire qu'il veut taxer 15% de ses revenus, cela signifie qu'il nous laisse sur le carreau. Les économistes ont également indiqué que si elle est approuvée, la proposition aura des effets majeurs sur les revenus des créateurs de contenu indépendants et sur la croissance de l'ensemble de l'économie numérique. L'ironie de cette taxe sur les services numériques, c'est qu'elle s'élève à 15% et qu'il ne s'agit que d'une retenue à la source. La retenue à la source n'est pas définitive et les créateurs de contenu numérique devront donc tenir leur comptabilité à la fin de l'année pour montrer combien ils ont gagné. En d'autres termes, après avoir payé 15%, vous devrez encore payer ce que nous appelons un impôt final. Le projet de loi de finances sera présenté au Parlement ce jeudi et l'attention se portera désormais sur les députés pour savoir s'ils l'adopteront ou le rejetteront. Ronald Agak pour Africa News in Nairobi, Kenya. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a été reçu mardi à Pretoria par son homologue Cyril Ramaphosa pour sa traditionnelle visite officielle à l'étranger la semaine de la fête nationale. Au cours d'une conférence de presse, le président sud-africain a donné plus d'informations sur la médiation africaine du conflit russo-ukrainien. Nous nous sommes rencontrés lundi et nous avons confirmé que nous sommes maintenant à un stade où nous allons nous rendre à Kiev et à Moscou. Et notre mission est une mission de paix et nous voulons la qualifier de chemin vers la paix. Dans nos échanges, nous avons décidé dans un premier temps d'écouter les deux parties. Elles doivent nous exposer leur point de vue sur la guerre ainsi que leurs exigences minimales pour mettre fin à ce conflit. Are their minimum requirements for bringing the conflict to an end. Le président portugais a remercié Cyril Ramaphosa pour son rôle dans l'initiative et a par ailleurs souligné l'importance d'écouter les deux parties. Il a également évoqué les liens historiques entre son pays et le Mozambique qui fait face à des menaces terroristes. C'est une coopération de longue date entre le Portugal et un pays frère, le Mozambique. Et notre engagement à tout faire pour le respect de l'intégrité territoriale, la souveraineté et de la sécurité de l'État mozambicain menacé par des attaques terroristes dans le nord.
Chaque année, le président portugais choisit un pays différent pour célébrer la fête nationale du 10 juin avec sa communauté. Quelques 200 000 Portugais et environ 500 000 Sud-Africains d'origine portugaise résident dans ce pays. Des fresques pour embellir davantage Rabat, c'est ce à quoi se sont attelés des artistes marocains et étrangers pendant 10 jours en mai à la faveur de Jida Rabat, le festival d'art des rues de la capitale marocaine. Je me sens inspiré par les terres que l'on trouve à la périphérie des villes ou un peu entre la ville et les champs, où l'on trouve à la fois des éléments de la nature et l'homme ou la machine. J'aime ces terres ou ces espaces de collision entre ces deux mondes. Il y a 7 ans, j'ai peint ici un petit enfant avec son jouet. Il était près d'une peluche. Cette année, après tout ce temps, j'ai essayé d'actualiser le mur de voir où il en est. Et maintenant, il remplace la peluche par des pigeons. Après 7 ans, j'ai donc beaucoup appris et j'essaie de nouvelles techniques. Des bâtiments ont été transformés en toiles vibrantes avec des peintures qui véhiculent des messages sur l'environnement et la préservation du patrimoine culturel, entre autres. C'est une belle initiative, cela ajoute une touche de beauté, quelque chose que nous n'avons pas vraiment l'habitude de voir. Nous sommes habitués à voir que du blanc, mais ces peintures rompent la monotonie et contrecarrent la pollution visuelle. Ça fait plaisir de voir des choses pareilles. C'est une initiative fantastique qui a amené ces artistes à créer ces grandes peintures murales. Elles sont porteuses de diverses significations, illustrées par des couleurs, des formes et des images qui reflètent le style des artistes. Elles véhiculent également des messages importants destinés à la génération actuelle et aux générations futures, encourageant la préservation de l'environnement et de notre patrimoine. Depuis son lancement en 2015, le Festival d'art de rue a orné Rabat de fresques, fruit de l'ingéniosité des artistes du monde entier.